Bonjour à tous, bienvenue sur François pour un nouveau défi de la vérité. Nous recevons aujourd'hui Rémi Tell. Bonjour. Bonjour. Bonjour Rémi, vous êtes le fondateur du collectif Peuple Libre. Et aujourd'hui, nous vous recevons comme auteur de Vaincre le Covidisme, un appel à la jeunesse aux éditions Perspectives Libres du Cercle Aristote. Alors c'est un petit livre écrit, on le devine d'une traite sans doute, dans lequel vous dressez le constat que depuis le début de la crise sanitaire, je vous cite, la jeunesse a embrassé sans heurts le discours des prêcheurs de servitude et d'exclusion. Vous notez qu'aucun collège, aucun lycée ni aucune fac n'a été bloqué suite au discours du 12 juillet dernier d'Emmanuel Macron. Et vous cherchez à comprendre ce silence et à y remédier alors que tant se joue. Et Vaincre le Covidisme, donc exhorte les jeunes de France au réveil. Pour eux, l'heure est venue de prendre part à la libération nationale. Pourquoi ce choix, outre votre jeune âge, pourquoi ce choix de vous adresser spécifiquement aux jeunes ? Ça fait maintenant 5 ou 6 mois qu'on manifeste, le collectif, notamment le samedi à Paris. Et il y a un paradoxe qui m'a sauté aux yeux, c'est la très faible représentation de la jeunesse dans les manifestations, alors même que la jeunesse est la plus injustement sujette aux restrictions, injonctions décidées au nom du Covid, puisqu'elle fait peu de formes graves et que le vaccin en plus n'empêche pas la transmission, donc elle ne se vaccine même pas pour les autres. Et donc la question de savoir que se passe-t-il et pourquoi cette faible représentation. Et en y réfléchissant en fait au moment de la rédaction de cet ouvrage, je me suis dit il y a deux choses. Il y a un élément qui est lié sans doute à l'âge. L'ingénierie sociale déployée par le gouvernement a particulièrement fonctionné sur les jeunes parce qu'à cet âge, plus qu'à tout autre, en fait, on désire sortir, être accepté par le groupe, préparer son avenir professionnel, et c'est bien tout cela qui est conditionné par la détention du pass sanitaire. Et puis peut-être d'autre part parce que on a tellement tenté d'endoctriner cette jeunesse avec de faux combats, en lui désignant un fascisme imaginaire, que le jour où le fascisme apparaît véritablement devant ses yeux, elle n'est pas capable de le reconnaître. Alors justement, c'était l'objet de ma question. Vous avez déclaré chez André Berkoff, je crois, que le covidisme était un fascisme. Dans ce livre, vous dites que le covidisme est un totalitarisme parce qu'il prend en charge chaque aspect de l'existence et requiert la participation de tous dans sa mise en œuvre. Alors la jeunesse, c'est l'âge aussi des excès, y compris de langage. Est-ce que vous pensez que employer des mots aussi radicaux ne risque pas de vous couper peut-être de ceux qui pourraient entendre votre message, qui seraient effrayés par des qualificatifs aussi durs et définitifs? Il me semble que la situation justifie l'emploi de ces termes, dont je mesure bien la définition. Je rappelais sur les réseaux sociaux aujourd'hui que j'avais été le premier à parler d'apartheid sanitaire, c'était il y a 7 mois, et c'était déjà à l'époque chez André Berkoff, on me l'avait beaucoup reproché. Un mot qu'on vous avait reproché, oui. Il se trouve que quand on prend la définition du terme apartheid dans le Larousse, on est exactement dans la situation que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire un espace géographique, un pays dans lequel des citoyens n'ont pas accès aux mêmes lieux, n'ont pas accès aux mêmes métiers, n'ont même pas accès aux mêmes possibilités existentielles. C'est ce que nous vivons. Et oui, je maintiens que le covidisme est un fascisme, parce que quand on refuse délibérément de traiter une pathologie au nom de laquelle on terrorise, on enferme, on ment, on est dans le cadre d'une politique véritablement fasciste. Je ne parle même pas de la question très sulfureuse des effets secondaires de la vaccination. Et donc, moi, j'assume complètement ce point de vue. Alors, c'est sûr que quand on entre tout juste dans la conscience, c'est peut-être un petit peu brutal, je le reconnais. Je pense qu'à l'occasion des fêtes de Noël, chacun va être amené à parler à ses proches et peut-être que d'arriver devant quelqu'un qui est extérieur au combat en lui disant c'est un fascisme n'est pas la meilleure façon de faire. Il faut sans doute poser des questions plus que de rentrer dans des affirmations péremptoires. Mais sur l'analyse de fond, vraiment, c'est ce que je pense très profondément. Alors il faut le dire, ce n'est pas qu'un pamphlet, vous retracez depuis début 2020 l'itinéraire du covidisme, pourrait-on dire, et en parallèle votre itinéraire personnel. Vous, quelle grande ligne de force vous traceriez entre une certaine adhésion, stupéfaction initiale comme tout le monde, et puis
environ un an après, au printemps dernier, vous avez fondé donc, votre collectif. Vous manifestez depuis l'été dernier, notamment aux côtés de Florian Philippot. Quelle grande évolution a dessiné votre analyse personnelle ? Qu'est-ce qui a joué le déclencheur où vous vous êtes dit, en fait, tout ça, c'est un signal d'alerte, c'est allumé en vous ? Alors, comme tout le monde, j'ai eu très peur au départ. Très peur pour mes parents, notamment, avec lesquels je vivais, et que j'ai tenté, pendant plusieurs mois, d'épargner de tout contact normal, afin de prévenir cette infection qui aurait pu leur être fatale. L'examen au cours de l'été 2020 du projet de loi bioéthique a joué vraiment le rôle de déclencheur. Mais quel rapport pourrait-on vous objecter ? Alors, on nous avait expliqué pendant des mois qu'il était nécessaire de tout sacrifier pour protéger la vie. Et voilà qu'avec une désinvolture incroyable, on nous mettait en place l'avortement à 9 mois pour détresse psychosociale, les individus chimères, homme-animal, l'extension complètement déraisonnable du diagnostic préimplantatoire. Et je me suis dit, au fond, il y a un paradoxe. On avait vu aussi les premières questions qui se posaient sur les capacités de l'hôpital public. Et à l'été, pendant qu'au lieu d'être la fourmi préparant une éventuelle seconde vague, Olivier Véran a préféré jouer la cigale avec ce projet de loi délirant. Il y a eu aussi des prises de conscience qui ont été facilitées par des lectures, celles des ouvrages de Philippe de Villiers, par exemple, Le jour d'après, moi qui m'a beaucoup aidé. Vous en parlez dans votre livre. Ouais. Exactement, et c'est un passage qui a été assez déterminant, d'autant qu'il décrit, ce sont des choses que je connais un peu. Il se trouve, pour la petite anecdote, que j'ai fréquenté Thierry Malrec, qui est le co-auteur de Klaus Schwab, dans le cadre d'un week-end il y a quelques années où je faisais du conseil pour des dirigeants du secteur aérien. Et donc là, les points se sont connectés. Oui, parce que rappelons que le livre de Philippe de Villiers, Le jour d'après, est largement inspiré ou appuyé sur l'analyse de la grande réinitialisation, le livre de Klaus Schwab, le fondateur du Forum de Davos, qui maintenant est bien connu, je pense, de beaucoup, mais qui du coup... qui à l'époque n'était pas un personnage public. Était relativement discret. Mais du coup, vous connaissiez un peu cet univers, et c'est ce livre qui vous a... Ce livre a été déterminant parce que j'ai compris en fait quel était le projet politique derrière le covidisme. J'étais déjà donc assez sensible aux questions de bioéthique, très préoccupé par les développements transhumanistes et l'espèce d'hubris qui caractérise tant la pensée progressiste. Mais là, véritablement, ce qui était en train de se passer a fait sens, notamment grâce au livre de Philippe de Villiers. Ouais. Vous dites dans le vôtre, la crise sanitaire a servi de prétexte à la domestication des peuples. Et d'ailleurs, ça a fait écho à votre manifeste initial du Peuple Libre où vous disiez, je crois, nous avons plus peur pour nos libertés que peur du Covid. Depuis que vous êtes vraiment entré dans l'arène, est-ce que, donc ça fait 8-9 mois, vous avez l'impression que ça a servi à quelque chose, toutes ces manifestations, toutes ces mobilisations ? Beaucoup disent, bon, pas tant que ça, mais ça a servi au moins à se parler, se rencontrer, s'écouter. Au-delà de ça, ça a eu un intérêt politique ? Alors, les manifestations ont eu une utilité. Elles ont eu une utilité déjà parce qu'elles ont permis à beaucoup de gens de ne pas sombrer et donc de rester dans la lutte. Elles ont joué le rôle un peu de thérapie collective. Vous recevez aussi, à n'en pas douter, chez François, des messages désespérés de personnes qui, sans pouvoir se réunir avec d'autres partageant ce point de vue, se seraient sans doute suicidées. Enfin, parlons très, très clairement. Deuxièmement, elles ont facilité l'organisation sur le terrain, avec des gens qui se sont rencontrés lors des manifs et qui ensuite ont été déployés des banderoles, qui ont mené une action un peu plus directe. Ce qui est certain, c'est qu'elles n'ont pas, à cette heure, permis d'arrêter le rouleau compresseur du covidisme parce qu'elles sont complètement invisibilisées par les médias de masse. Enfin, c'est quand même incroyable. Dans la plupart des pays occidentaux, vous avez chaque semaine des manifestations qui réunissent en cumulé des millions de personnes. Pas seulement en France, donc pas seulement Londres, en France, en Italie, à Londres, aux États-Unis, au Canada. Aucun média n'en parle. Enfin, il faudrait faire une comparaison numérique, par exemple, entre les printemps arabes et ce qui se passe aujourd'hui. Les printemps arabes avaient été couverts, et c'est bien heureux, ils méritaient d'être couverts. Mais là, on a une occultation
complète de la plupart des médias de masse, qui empêche, évidemment, et c'est le but de cette occultation, la prise de conscience. Moi, je vois dans mon entourage, y compris proche, des gens qui me disent « mais vous êtes encore nombreux aux manifs ». Bah oui, le week-end dernier, on devait être quelque chose comme 15 ou 20 000. Et ce qui rappelle aussi aux rares personnes que l'on croise sur notre chemin que la situation que nous traversons n'est pas normale. Mais effectivement, je pense que les manifestations ont joué leur rôle. Ça a été un peu un lanceur, hein, comme quand on envoie une fusée dans l'espace. Il faut un lanceur, mais aujourd'hui, elles doivent être complétées aussi par d'autres formes de mobilisation. Et qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune qui vous lit ou vous entend, qui a jusqu'ici été, bon an, mal an, covidiste, si on peut dire, ou en tout cas qui a suivi les consignes, qui s'est fait vacciner pour une dose, 2 doses pour les autres ou pour retrouver la vie normale. Quelle voie lui proposez-vous à lui qui pourrait, ou elle qui pourrait être un peu effrayé par le côté radical ou de la diabolisation qui a été faite des manifestants? Quelle est la voie qui s'offre à lui? Déjà, il faut être complètement tranquille et se déculpabiliser. Il est normal, face à une telle propagande, face à une telle instrumentalisation de la peur, face à un tel mensonge tous azimuts, il est normal d'avoir cédé aux sirènes du covidisme, de s'être fait vacciner, d'avoir appelé ses proches à se faire vacciner et d'avoir participé un peu à ce jeu-là aussi. Et c'est pour ça que c'est une idéologie dangereuse, parce que elle requiert la participation de chacun, ce qui rend aussi la rétractation beaucoup plus difficile. Parce que quand on a été faire vacciner ses enfants, par exemple, quand on est un jeune couple et qu'on a fait vacciner ses enfants, il est complexe d'assumer d'avoir fait une erreur. Donc moi, je dis aux gens déjà, tranquillisez-vous. Tranquillisez-vous, il n'y a pas d'idiots, il n'y a pas de gens qui n'ont pas compris, chacun va à son rythme, et puis il est normal aussi, on se fait tous avoir dans la vie, moi je me suis fait avoir sur plein de fois, dans le monde du travail, à plein de niveaux, donc il n'y a pas de honte à avoir, et il faut y aller tranquillement. Deuxièmement, j'ai envie de leur dire, attention, parce que tout vacciné actuel est un non-vacciné futur. D'ailleurs, on apprenait chez votre collègue Pascal Praud que dans certains hôpitaux, on considère les patients en réanimation qui sont simplement double dose comme des non-vaccinés. Donc il faut comprendre que cette logique, si on la laisse se poursuivre, eh bien, elle ne s'arrêtera jamais. Donc ce à quoi j'invite ces jeunes, et puis ces moins jeunes aussi d'ailleurs, c'est à prendre le risque de réfléchir par eux-mêmes, d'éteindre un petit peu la télévision, de se poser tranquillement des questions, de s'interroger sur quel est le monde dans lequel je souhaite vivre plus tard. Est-ce que c'est un monde où on conditionne mon accès à la citoyenneté par des critères de santé, des critères biologiques? Est-ce que j'ai l'impression, en sincérité, qu'on a fait tout cela pour mon bien, ces enfermements, bientôt ces licenciements de masse avec le pass vaccinal, ou est-ce qu'il y a autre chose? Voilà. Je crois qu'il faut rentrer dans cette compréhension-là progressivement et sans pensée coupable, sans penser, il faut le faire vraiment sans culpabilité. Et la sortie de crise ou l'issue du combat sera par la rue, par la politique, par quelle voie vous imaginez? Vous avez lancé un appel ces derniers jours sur les réseaux sociaux à une union sacrée contre le covidisme en appelant tous les dirigeants politiques qui étaient engagés à minima contre le pass sanitaire, disons, c'est bien ça, à dépasser leurs différences par ailleurs pour s'unir sur cette question. Vous pensez que le salut peut venir de là, ou qu'il ne faut pas compter sur eux en définitive? Alors, je crois que le salut peut venir de plusieurs endroits. En fait, tout ce qui permet de détricoter la propagande permettra de sortir de la crise. Parce qu'une fois que les gens ont compris qu'on leur mentait sur les réanimations, sur les traitements précoces, sur tout ça, une fois qu'ils ont compris qu'il y a un projet politique derrière, le narratif tombe et donc les covidistes s'effondrent. Je ne désespère pas qu'il y ait un débouché politique au sens démocratique à cette crise. C'est pour ça que j'ai lancé cet appel. Il y a des gens très différents qui se sont exprimés, parfois tardivement, mais ils l'ont fait contre le pass sanitaire et contre la vaccination obligatoire.
Ce sont des responsables politiques pleins de divergences qui se sont affrontés. Mais s'ils considèrent véritablement que la situation est grave, telle qu'ils la décrivent, alors cela mérite de surmonter leurs divergences. Et si les histoires d'ego ou les logiques partisanes l'emportent, alors chacun comprendra quel est le niveau de sincérité véritable ou de fiabilité de ces responsables politiques. L'union sacrée, c'est aussi celle d'artistes, de personnalités, d'intellectuels, et nous y travaillons, on est plusieurs à travailler en ce sens. Xavier Azalbert travaille aussi en ce sens, beaucoup de gens travaillent en ce sens. J'espère que tout ça portera ses fruits prochainement, parce que voilà, la question qui se pose, c'est de savoir si nous aurons été au rendez-vous de l'histoire lorsque les circonstances l'exigeaient. Certains ont beaucoup sacrifié leur emploi, leurs clients, mais au moins ils n'auront pas compromis leur honneur, et c'est là l'essentiel. Il y a un passage qui m'a interpellé vers la fin de votre livre, c'est quand vous parlez d'un combat qui en réalité est aussi spirituel. Ça a beaucoup fait jaser que certaines figures de ce combat aient parfois des élans mystiques ou assument la part de leur conviction qui relève du spirituel. Sans aller dans le religieux et autres, vous dites qu'il y a une forme de transcendance religieuse ou laïque, donc qui apparaît comme le plus petit dénominateur commun dans la diversité rare des citoyens engagés au sein du mouvement pour la liberté. Vous vous rappelez l'étymologie de transcendance qui signifie franchir, surpasser, qui vient du latin, et vous dites que c'est une condition de l'éveil. Alors, c'est réservé à des exaltés qui ont des trans mystiques, ce combat, ou non ? Moi, j'étais très frappé, effectivement, donc, par la diversité des gens présents aux manifestations. On a eu beaucoup, par exemple, de personnes issues d'une immigration récente. Je donne quelques cours et je voyais chez mes étudiants qui, pour 95% d'entre eux, n'ont pas de parents qui sont nés en France, une réflexion parfois beaucoup plus poussée qu'à Sciences Po, dont je viens, sur ces questions-là. Je crois que, de façon plus large, tous ceux qui avaient autre chose dans leur vie que le matérialisme et le rapport très concret à une jouissance terrestre ont été protégés d'une certaine façon de la propagande covidiste. Et effectivement, dans cette diversité rare des manifestations, le plus petit dénominateur commun, c'est la présence d'une forme de spiritualité. Alors, ça peut être des gens qui font aussi du yoga ou qui s'exercent à la méditation ou autre. Mais je l'observe, et avec cette conviction, et ça n'engage évidemment que moi, que là, on est revenu sur des questions très essentielles entre le bien, le mal, le vrai, le faux. Et puis, bien sûr, cette spiritualité aide aussi beaucoup de personnes qui s'y raccrochent, tout simplement. Qui s'y raccrochent. Je pense qu'on a besoin, en tout cas, que ça passe par une religion, par la culture, mais on a besoin d'un supplément d'âme, et c'est ce supplément d'âme qui nous évitera de nous précipiter là, dans ce monde infernal qu'on nous propose. Est-ce que, du coup, si on vous suit bien, on pourrait dire que le covidisme est aussi un matérialisme ? Oui, il y a un côté nihiliste, en tout cas. Et évidemment, le matérialisme n'est pas un nihilisme en soi, mais c'en est peut-être une forme de condition. Quand on estime que le seul intérêt de sa présence ici-bas, c'est de pouvoir jouir sans entrave. Et d'ailleurs, il y a aussi une histoire générationnelle dans l'affaire Covid. Et je pense que, contrairement à ce qu'on dit, l'attitude des covidistes n'est pas celle de l'altruisme de vouloir protéger les autres, mais c'est un égoïsme absolu en réalité. C'est-à-dire compromettre l'existence libre des autres pour garantir la sienne propre. Et le comble de cet égoïsme étant qu'il taxe ceux qui n'y adhèrent pas d'égoïsme. Bien sûr, il y a une inversion accusatoire permanente. En ça aussi, on peut retrouver quelques éléments de la mystique chrétienne, par exemple. Vous êtes un peu sévère avec la jeunesse en conclusion de votre livre en le disant, je vous cite à nouveau, « Elle ne jouit d'aucune circonstance atténuante pour se taire face au totalitarisme covidiste, et sans attendre, il lui revient de sortir de sa torpeur afin de montrer au pays ce qu'il en coûte de salir son avenir et d'insulter ses parents. » Je poursuis, il en va de son quotidien pendant les 50 ans qui viennent, il en va de son honneur, et lorsque son visage sera ridé et son allure ralentie, elle pourra répondre à la seule question qui vaille pour tout homme, qu'ai-je fait de ma vie ?
Alors, c'est pas la seule fois dans votre livre où il y a des accents presque de Saint-Exupéry, qu'on sait que vous affectionnez ou citez volontiers, en tout cas. Est-ce que ce discours est réellement audible aujourd'hui, en dehors des cercles qui sont déjà militants, convaincus ou en passe de l'être? Il le faut. Je crois que le grand drame de la jeunesse aujourd'hui, c'est d'avoir perdu peut-être un horizon. On n'a plus transmis de sens. Or, c'est le combat aussi qui permet de faire sens. Il y a des combats qui sont ceux en réalité de l'oligarchie, parce que ça permet de faire diversion. Donc on va déboulonner des statues, on va s'agenouiller avant un match de foot et on pense être le révolutionnaire de l'année. Mais quand des discriminations actuelles aiguës sont à l'œuvre, voilà, là c'est aussi une opportunité, je trouve, que la jeunesse a, celle d'embellir en fait le monde dans lequel elle a atterri. Et moi, j'ai une obsession que je partage avec mon ami Philippe de Villiers, qui m'a toujours dit ça quand je l'ai vu. Il disait, moi je refuse de mourir en lâche. Voilà. Moi, j'ai accepté de prendre quelques risques. Ça m'a coûté professionnellement, ça m'a coûté à plein de niveaux, parce que je refuse de mourir en lâche. Je pense que la jeunesse, elle peut avoir ce panache. En fait, elle ne demande que ça, en réalité. Mais aujourd'hui, l'horizon qu'on lui offre, c'est, j'en parle un peu dans le livre, c'est le triptyque Netflix, YouPorn et la PlayStation. Qui peut rêver cette vie-là? Personne. Et donc, c'est pour ça aussi que, un peu à la manière des Covid-10, d'ailleurs, le Covid-19 peut être une grande fenêtre d'opportunité, y compris pour les gens de bien. Pour renverser donc cette fenêtre d'opportunité dont parlait le fameux Klaus Schwab. Un dernier mot sur les clivages politiques. Je sais que vous voulez à partisans. Malgré tout, vous êtes régulièrement associé avec Florian Philippot. Vous citez, on l'a vu plusieurs fois, Philippe de Villiers. Qu'est-ce que vous dites à la jeunesse de gauche ou centriste ou apolitique qui serait peut-être un peu effrayée par des figures qui sont très à droite ou qui sont peut-être un peu hors circuit maintenant, mais qui ont quand même cette étiquette? Vous pensez que la lutte contre le covidisme doit permettre de dépasser ces clivages? Alors de fait, les cartes ont été entièrement rebattues. On a vu aux manifestations de Florian Philippot des types avec des dreadlocks qui avaient voté écolo toute leur vie et qui d'un seul coup avaient trouvé un écho à leurs propres inquiétudes dans le discours tenu par Florian Philippot. Moi, cet appel-là que je lance récemment, il est aussi lancé à l'attention de François Ruffin, pour lequel j'ai un respect immense, ou de Mathilde Panot, pour ne citer la France Insoumise aussi, exactement que ces exemples. Comme dans toutes les crises véritables, les masques, paradoxalement, sont tombés. Et on a vu que moi j'étais inversement, pour le coup, très déçu par un nombre important de personnalités de droite, qui étaient plutôt ma famille politique ou ma famille de pensée, et qui ont été complices ou même demandeuses de ce qui est en train de se passer. Quand on regarde les discours de la candidate actuelle des Républicains qui promet d'étendre ad vitam aeternam le pass sanitaire et d'acter de la vaccination obligatoire des enfants, j'ai travaillé pour elle, je m'y retrouve aujourd'hui plus du tout. Donc ça a permis de créer des ponts assez intéressants entre des familles de pensée différentes. Et effectivement, mon prisme, c'est celui-ci. Mais bien sûr, des jeunes qui sont anarchistes, communistes, autres, je pense, doivent se retrouver. Autre paradoxe, j'en terminerai par là. Moi, je viens d'une famille de gauche, même très à gauche. Et ce qui m'a surpris dans cette crise du Covid, c'est que on m'a beaucoup parlé à table du grand capital, etc. Alors que moi, j'étais un capitaliste convaincu. Et aujourd'hui, alors que le grand capital démontre tous ces effets délétères, y compris jusqu'à sacrifier la vie de centaines de milliers de personnes, beaucoup de ces gens-là, qui viennent des milieux de gauche, ne sont plus capables de le reconnaître. Voilà. Donc je pense que, y compris pour des personnes qui sont animées par une fibre sociale, même marxiste, c'est le moment, voilà, là, de mener un véritable combat qui fait sens pour leurs convictions. Merci beaucoup, Rémi Tel, d'avoir relevé le défi de la vérité pour nous présenter Vaincre le Covidisme, un appel à la jeunesse aux éditions Perspectives Libres. Du Cercle Aristote, donc un petit livre enlevé, pas cher, 6 € pour Noël, dans lequel vous déroulez donc le discours que vous nous avez partagé et que vous souhaitez le plus adopter possible par la jeunesse en particulier, mais aussi tous les âges pour ce mouvement qui continue par-delà les étiquettes. Merci à vous.
Merci à tous d'avoir suivi ce défi de la vérité sur François et à bientôt sur francesoir.fr. Au revoir.